Salut DJ Coldfingers, c'est Sneakstyle Pop Corner de Dog Magazine. C'est à toi, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien aussi. Alors raconte-nous un peu tes débuts, on va remonter loin dans le hip-hop. En quelle année tu as découvert à peu près le hip-hop? Quelle année? On peut pas. Je pense que en fait dans mon secteur j'avais la chance d'avoir les précurseurs du breakdance début des années 80, 82, 83, 84, les actuelles forces, notamment Xavier Putus, donc, qui habitait la même ville que moi, le Bourget. Donc voilà, moi j'étais encore fin de maternelle. Avec Gabin d'huissier, tout ça. Voilà. Moi c'est Xavier qui habitait ma ville, tu vois. Gabin il habitait Duny, la ville d'à côté, mais Xavier Putus vraiment c'est lui qui nous a mis dedans. Toute la ville du Bourget, on a été piqué dès les années 83, 84 grâce à lui. Moi j'étais encore fin de maternelle, CP je crois. Ah ouais. Et voilà, on est tombé dedans quand on était petit et voilà, c'était mes premiers pas dans le hip-hop. Est-ce que tu te rappelles le premier morceau de hip-hop que tu as entendu, ou qui t'a marqué en tout cas? Je pense que il y avait ce qu'on appelait l'électro-hip-hop là, Ouais, ou les l'électro-funk, ouais, voilà, il y avait beaucoup de morceaux, mais qu'à l'époque j'étais trop petit, donc j'arrivais pas à identifier de nom. Et vraiment les premiers morceaux, ça a été avec l'arrivée 85-86, c'est là où j'étais suffisamment âgé pour retenir les noms et commencer à comprendre certaines choses. Donc ça a été du Run DMC. Voilà, du LL Cool J, enfin, pour son premier album, c'était cette vague-là. Et après, plus tard, vraiment là où j'ai commencé vraiment à acheter mes premiers disques, c'était l'année 88 qui a été déterminant pour moi. C'est là vraiment où j'ai commencé à acheter vraiment des vinyles et tout, c'est l'année 88. Et c'est une année cruciale dans le hip-hop où il y a de gros albums qui sont sortis cette année-là. Ouais. La Golden Era, c'est Rakim, c'est le changement de flow. Voilà. Le changement de flow. Un virage complet et tous les albums de tout le cru hip-hop de cette année-là, il n'y a rien acheté quoi. Mais le silence en fait dans les rimes et dans le flow. Voilà, il y a eu. Il fallait se respirer. Il y a eu la vague d'avant, LL Cool J, Rick Van Rakim, voilà. Tout ça, et puis la vague de 88. Vraiment le déferlement, et c'est vraiment là que ça a explosé quoi. Et c'est vraiment là aussi que je commence à acheter des vinyles quoi, l'année 88. Scott LaRock et tout ça, toutes ces choses. Exactement. Ouais. Et aussi tu as grandi avec le Dynastyle, avec Dynasty, Lionel D, tout ça, c'était après. Ouais, c'est là, 88, 89, 90, ouais, voilà. Donc c'est un DJ qui t'a inspiré aussi beaucoup, Dynasty? Bah en fait en termes de référencement français, on avait que lui, hein, donc moi j'étais trop petit pour aller en soirée ou autre, il y en avait pas, voilà, il y en avait pas un million en plus à l'époque, donc j'étais trop petit pour y aller et donc ma seule source c'était ça, c'était le Dynastyle. Et voilà, on enregistrait sur cassette à l'époque, on se passait les émissions, ceux qui avaient raté, ok, t'as écouté la semaine dernière, ouais, je l'ai pas, attends, je te passe celle de la semaine dernière, tu me passes celle de cette semaine. Et après, c'est là qu'on commençait. Il y avait tous les freestyles légendaires. Ouais, voilà, on commence à retenir les noms. Enfin, c'était aussi, à l'époque, il n'y avait pas internet, donc savoir les nouveautés qu'il y avait, c'était là, t'écoutais Dynasty, ok, il y a tel nouveau morceau, il y a tel nouveau. Il y a tel nouveau track qui est sorti, tel nouvel album, tu le savais à travers ces émissions-là, parce qu'il n'y avait pas internet. Tu as vu Sydney un peu avant, mais là tu étais encore plus jeune. Ouais, voilà, à la télé. Donc, vous avez sorti même avec David Guetta qui est venu dans la. Ouais, voilà. Nation Rap. Nation Rap, la compil Rap Attitude, et tout ça, ouais, voilà. Il y avait la tournée. Il était dans le hip-hop au début. Si, ouais, je sais. Parce que j'ai travaillé au Bain-Douche, donc quand il était là-bas. Je faisais des soirées le dimanche et donc j'avais suivi tout ça. Ouais. Si je te dis DJ Cash Money, si je te dis Grandmaster Flash, Cool Herc, Bambata et Grand Wizard Theodore, lequel tu choisirais? Pour moi, celui qui t'a inspiré le plus. Pour moi, celui qui m'a inspiré le plus, c'est Cash Money. D'accord.
Déjà, j'avais acheté son album en 88. C'est l'année où il gagne le championnat du monde aussi. Ça, ouais. Et la première VHS d'un championnat de DJ que j'ai eu, c'est le championnat DMC de 88, où il gagne le championnat. Et le show qu'il fait là en 88, tu le refais aujourd'hui, tu as des chances de soulever une foule. Pareil, tu vois, tu ne gagneras pas en termes de technique, parce que la technique a beaucoup évolué, mais en termes de show, tu soulèves la foule de la même façon, quoi. C'est vraiment un show à garder. Si tu gardes le top 5 des shows de DJ DMC, il est dedans. Et le mec était très fort, le moins connu c'était DJ Supreme de Hijack, ouais. qui était anglais, quoi. Ouais. L'école anglaise aussi, il y a eu une vague qui était vraiment vénère. Ouais. Et les Gunshots et tout ça, ouais. Hijack, les Silver Bullet. Ouais. Et j'avais fait 2-3 fois le carnaval de Notting Hill, dont une fois avec Cool Chain et Bustaflex on l'avait fait. Ah ouais, d'accord. Et il y avait une soirée aussi où il y avait une espèce de battle, les DJ français, les DJ anglais. Et pour le carnaval aussi, et c'est là que j'avais découvert vraiment la scène anglaise. Ouais. C'était milieu des années 90, 94, 95, 97. Ah, parce qu'avant il y avait tout ce qui était Demon Boys et toutes ouais. ces choses-là. Et vraiment là-bas, ils étaient. Ah, ils étaient au niveau. Ouais, voilà. Hijack, ils étaient dans le Ram Syndicate d'Ice-T, hein, donc ouais. ils étaient déjà. Et c'est là que j'ai vraiment découvert la scène anglaise. Ils avaient une couleur à eux, tu vois. Ils avaient leur style, les beats étaient beaucoup plus rapides. Voilà. Ils ont monté le beat jusqu'à la jungle après. La plupart des producteurs anglais sont partis dans la jungle, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il y avait déjà un peu d'électro, enfin la Terre 808, qui après, de New York est parti vers l'anti-sens maintenant. Mais tu vois, la différence qu'il y a entre les Anglais et nous, qu'il y a eu pendant longtemps, qui est. Je l'ai compris quand j'étais aux États-Unis, tu vois, je faisais écouter des sons qu'on faisait nous dans l'équipe et tout. Ils disaient ouais, mortel les beats, mais ce que tu fais c'est New York, c'est chez nous. Toi tu vas venir de France nous faire des trucs que nous on fait déjà depuis 1 an, 2 ans, on les a ces beats là. Fais-moi écouter un son français que quand j'écoute je dis ouais c'est original, tu vois. Et les Anglais, ils ont leur touch, voilà, ils ont leur couleur. Ils ne vont pas faire comme les Américains, parce que de toute façon, tu seras un sous quelqu'un de toute façon. Et c'est pour ça que pendant des années, on avait du retard, parce qu'on faisait que copier-coller. On prend la caisse claire de Mobb Deep, on a connu ces années-là. Il y avait si tu l'avais, on faisait tous ça. Mais et après, on est obligé de passer par cette case-là, mais après, c'était très Queensbridge. Faut apporter quelque chose de neuf, c'est ça, je l'ai compris quand je suis allé là-bas. Ils m'ont dit, t'es français, t'as une culture différente, t'as des influences, t'as des origines, sers-toi de ça. Fais-moi écouter un son que moi je sais pas faire. Alors c'est un disque qui t'a perturbé à l'époque, avec Bushwick Bill. Ouais, voilà, avec la fameuse pochette où il a l'œil. Il y avait Ready Red, Rest in Peace Ready Red qui est décédé il n'y a pas longtemps. Tu vois, cet album, à l'époque, je connaissais pas, et je l'ai acheté pour la pochette. Cet album. Beaucoup l'ont acheté. Je l'ai acheté pour la pochette. La pochette, elle m'a traumatisé en fait. We can't be stopped. Et après, j'ai pas été déçu par le contenu, tu vois. Mais à l'époque, la pochette, j'ai dit, mais c'est quand même fou, quoi, de faire une pochette pareille. Elle était réaliste. Hein. Ouais, et à l'époque, on en parlait hors caméra tout à l'heure, les pochettes, c'est des tableaux, quoi. C'est vrai. C'est des. Voilà. On voit Public Enemy, Fear of Black Planet. C'est les NWA, là, tu sais, quand ils sont tous autour, le shoot, il est fait dans le dessous. Voilà, c'était le Compton. On parlait de Cash Money, même il est au platine, tac, tu vois plein de choses, quoi. Tu vois sa ceinture de champion du monde, tu comprends plein de choses avec la pochette, et même après quand tu lis les crédits, les choses, tu vois qu'un tel a dédicacé tel groupe, tu dis ah ouais, donc ils marchent ensemble, ils se connaissent, c'est ok, qui a mixé, qui a masterisé, enfin à l'époque tout ça avait de l'importance,
que maintenant... Il y avait beaucoup plus de solidarité à l'époque, enfin, NWA était bien avec Public Enemy, tout le monde s'entendait bien. Dans la pochette, il y avait des messages en fait, tu vois, il se passait des messages, il se passait des choses, tu voyais qu'il y avait mixé, qu'il y avait masterisé, qu'il y avait produit, que maintenant les albums ils sortent, à part nous qui allons fouiner pour savoir qui a fait quel son, le grand public, savoir quel est le beatmaker de Gucci Mane ou de Lil Wayne. Même au niveau des covers, avant il y avait le principe d'avoir l'objet. Maintenant l'objet il est dématérialisé. Ouais. Donc c'est comme ça qu'aussi toutes les covers, on parlait de plein de pixels graphiques, tout ça c'est pareil. Après ça a disparu parce que justement il n'y avait plus de demande tellement au niveau. On a perdu ce truc-là. Moi de temps en temps je ressors mes vinyles juste pour regarder les pochettes, quoi, tu vois. Et la pochette, ça nous marquait beaucoup à l'époque. Ta première tape, c'est 95, si je Voilà, c'est à peu près ça, oui. Et il y avait donc, c'était avec Bustaflex aussi. Il y avait une épopée avec Bustaflex. Ouais, il y a eu une vague. Tu peux nous raconter un petit peu écoute, tout simple. À l'époque, j'étais étudiant à la fac Paris 8. Donc je faisais des soirées, tout ça, tac tac. Et fin d'année, il y a la fac Paris 8, elle avait beaucoup ouvert ses portes au hip-hop, notamment il y avait des graphes dans la fac, Mode 2 qui était venu faire des choses, il y avait plein de showcases à l'époque, Ragasonic qui venait faire des choses, qui était venu faire un show, enfin, il y avait même un cours de rap dans les options, c'était les premiers trucs où il se passait des trucs autour du hip-hop, la première fac qui avait ouvert ses portes au hip-hop vraiment, et donc fin d'année il y a un genre de concert, soirée, et je suis au platine. Et Bustaflex, il est en showcase avec son frère à l'époque. Il a un groupe qui s'appelle Original Bouffon avec son frère. Donc il passe. Et moi, je fais un des meilleurs shows de ma vie à l'époque. Et on se parle à la fin de la soirée. Et ils disent ouais, ça tombe super bien. Je cherchais un DJ, j'en ai pas. J'ai une date au bain-douche. Il y a Joey Star qui sera là pour voir ce que je fais et tout. Il fait j'ai pas de DJ, est-ce que ça dit on se fait une semaine de répète et on fait la date ensemble, c'est dans 10 jours la date. Ouais. Vas-y, direct. Et on se fait une répète chez moi, et on fait le show et ça cartonne et après l'aventure elle a commencé comme ça. C'est marrant, c'est à peu près la même histoire que Will Smith et Jazzy Jeff, ils se sont rencontrés par hasard. Et en fait, le duo s'est fait comme ça, mais le DJ il n'avait pas pu venir. Finalement, le MC n'avait pas pu venir et Will Smith est arrivé. Et puis hop, ils ont fait un show ensemble. C'était comme ça. La magie, elle a opéré tout de suite. Et puis on s'est tout de suite bien entendu. On avait à peu près les mêmes goûts sur plein de choses. Et on n'avait pas besoin de se parler beaucoup pour se comprendre sur scène. Donc ce qui fait que le duo il a bien marché grâce à ça. Ensuite, tu as eu une période où tu as été contacté par Motown pour faire le Motown New Flyways. En fait, tout ça, ça s'est fait parallèlement. En fait, j'ai développé le côté rap français avec Bustaflex, par la suite Format People, Kouchen et les premières parties d'NTM et tout ce qui s'ensuit. Mais parallèlement, j'ai toujours tout développé ma partie clubbing, DJ de soirée, etc. Et donc mixtape, on en parlait et tout. Et ma mixtape. En fait, un gars d'Universal, et c'était pas encore Universal à l'époque, de Motown, les branches elles étaient séparées à l'époque encore. Il va dans un magasin sur Châtelet où il y avait ma mixtape qui tournait en fond, tu vois. Et c'était un magasin où je travaillais une fois par semaine, moi le samedi, mais ce jour-là, j'étais pas là. Et le gars dit, elle est pas mal cette mixtape, qui ça? Il fait, c'est un nouveau DJ, il s'appelle Goldfinger, tiens, je te la laisse. Il y a son numéro, si tu peux l'appeler, pour lui donner des promos ou quoi, ou si, n'hésite pas. Il fait, je vais faire mieux que ça, je crois. Il m'appelle, il me dit, voilà, j'étais dans tel magasin, j'ai acheté ta mixtape, j'ai bien kiffé et tout, voilà, je fais une série de CD qui s'appelle Motown New Flavor et je voulais te proposer de faire la compilation. Donc voilà, mes premiers pas en major, ils se sont fait comme ça. Ça s'est fait assez rapidement, je crois, ou ma deuxième mixtape. Et après, tu as eu avec Cost, DJ Cost, donc Double Face, donc qui est mythique aussi, 98. Voilà, c'était la continuité. En fait, l'année où je fais Motown New Flavor, un an après, il y a le gros groupe Universal qui est créé et donc du coup tous les labels ils sont réintégrés tous ensemble
Et le DA il dit maintenant on a un catalogue de malades, on a Def Jam, on a tout ça, pourquoi on va rester que sur du Motown alors qu'on a des centaines de titres qui arrivent super lourds. Il fait là, d'où l'idée qui a émergé de faire un double CD, un hip-hop, un R&B, et quoi, faisant le R&B du coup, et moi le hip-hop. Et le duo, il est né comme ça, quoi. Alors, il y a eu aussi la tournée avec 93 parties, donc avec NTM, 93 NTM. Voilà, cette tournée-là, elle était faite pour préparer le NTM Tour 98. Comme ils n'avaient rien fait depuis 95, depuis Paris sous les bombes. Donc la tournée 93 parties, c'était pour se remettre un pied à l'étrier entre guillemets avant d'arriver avec la grosse tournée derrière. Et le concept du truc, c'était que c'était un concert et ça finissait en soirée après avec les DJ. Les DJ. Oui, il y avait une autre DJ, James et moi. Voilà, on était les 3 DJ et en artiste, il y avait NTM, Bustafex, Zoxy, Lordco qui était là. Et donc on faisait même une session sound system dedans avec Lordco, avec c'était vraiment et ça durait de 22-23h à 5h du mat, tu vois, c'était vraiment le. Et c'est vrai que c'était différent de justement, ça t'a ouvert aussi à d'autres publics parce que tu étais plus dans le public plus club, enfin club j'entends par rapport au DJing et tout ça, et là t'es passé vraiment de la scène, tu vois, de live. En fait j'ai évolué en même temps dans les deux. C'est ça. Donc ça veut dire quand j'arrive là, j'avais déjà fait beaucoup de scènes avec Busta. Ah ouais. Donc mais NTM c'était plus voilà. Et en fait justement ce truc là, on va dire que j'étais comme un poisson dans l'eau parce que dans la même soirée, il y avait le côté que je développais avec Bustafex et il y avait le côté que je développais seul en soirée, en club. Donc, donc pour moi c'était facile parce que j'avais mes deux publics entre guillemets, quoi.